Bonjour à tous, je suis absolument ravi aujourd'hui parce que l'actualité est très très riche et j'ai avec nous pour la décrypter et pour voir ce qu'on peut faire de manière très concrète. Eh bien, Maître Guyon, Maître David Guyon, avocat que vous connaissez bien, défenseur acharné des libertés, qu'on est toujours ravi de recevoir dans nos événements et sur cette chaîne. Comment ça va, cher David? Bonjour Florian, très bien, merci. J'espère que vous aussi, parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à parler dans cette émission. Et oui, et on va commencer d'ailleurs. On va parler bien sûr de la loi sur le pass numérique. On va parler de plein de sujets, vous allez voir, passionnants, du procès Brigitte Macron, loi Schiappa, des sanctions Beau, Moreau, etc. Mais on va commencer par un dossier qui nous intéresse en particulier, puisque vous étiez mon conseil, mon avocat à ce sujet, sur la plainte en diffamation contre un dénommé Louis Duclos qui s'était permis sur son compte X de me diffamer gravement concernant notre position sur l'Ukraine et la Russie, me faisant passer pour un agent de Poutine qu'il fallait arrêter. Donc tout simplement. Et puis en plus, on avait révélé que l'Express avait fait tout un dossier le citant comme étant un collaborateur du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. Bon. Et puis, il semble avoir pris peur. Que se passe-t-il? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, bon, rapidement, tout en respectant évidemment le secret professionnel, mais vous m'aviez mandaté sur une mission qui était de pouvoir répliquer suite à cette publication. C'est la loi de 1881, vous le savez, diffamation, injure. Vous avez la possibilité, lorsque on porte atteinte à votre honneur, à votre probité, eh bien, de pouvoir faire sanctionner les personnes qui dépassent la liberté d'expression. Évidemment, la liberté d'expression est très large, elle l'était en tout cas en France, et le principe est le suivant, c'est d'abord vous exprimer, et ensuite, si on constate que vous avez dépassé votre liberté d'expression parce que vous avez atteint les droits d'autrui, ici injure, diffamation, eh bien, vous pouvez être sanctionné pénalement. Bon, on n'a pas eu besoin d'aller à de telles extrémités, puisque comme vous l'avez très bien dit, j'ai pu lui adresser un courrier, et finalement, à la teneur du courrier, il a pris certainement conscience qu'il allait s'exposer à une procédure qui allait être longue, coûteuse, et qui, à la fin, prononcerait certainement une condamnation, puisqu'il n'avait pas été avec le dos de la cuillère dans ses publications. Je ne sais pas s'il est prévu de faire une petite insertion du post dont vous Pas êtes des victimes. forcément, mais oui, oui, je crois que tout le monde l'a bien en tête parce qu'on en avait beaucoup parlé. Mais en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de post-production, nous, parce qu'on Mais enchaîne oui. les vidéos. En tout cas, Mais le post avait été extrêmement virulent à votre rencontre, donc ouais, il est clair qu'il ne fallait pas laisser passer. oui, J'espère vraiment surtout que ça va dissuader les autres voilà. personnes qui pourraient être tentées de se dire, tiens, on va aller dans la même verve critiquer telle ou telle personne ou une autre, hein. Et évidemment, j'espère que ça va nous permettre un peu d'avoir des échanges plus apaisés sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, on peut ne pas être d'accord, on n'est pas pour autant obligé de s'insulter et de se diffamer l'un l'autre. Tout à fait. Sachant évidemment qu'il a donc retiré ce tweet euh, suite à donc une mise en demeure, hein, enfin un courrier que vous lui avez adressé, qui était très clair, qui lui expliquait que s'il ne le faisait pas dans les 48 heures, bien, il y avait une plainte. Et ça a fonctionné dans les délais. Et je pense que c'est important parce qu'il avait fait plus de 300 000 vues. Je pense que c'est très important parce qu'effectivement, un bon entendeur salue, hein, on peut le dire. Euh, on ne peut pas écrire et dire n'importe quoi. Voilà. D'autant que moi, ce garçon, je ne le connais pas. Je n'avais jamais parlé de lui. Je m'étais même jamais adressé à lui. Et je ne lui permets pas, et à quiconque d'ailleurs, de raconter absolument n'importe quoi. Voilà. Nous sommes un mouvement politique protégé par la Constitution, avec un projet. Et même si on dit des choses qui déplaisent souverainement à Macron, au ministère des Affaires étrangères ou à tel ou tel individu qui se réclame de cette ligne, ça n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Donc, écoutez, il a retiré son tweet, très bien. De toute façon, sinon la plainte serait venue. Et on n'hésitera pas pour les autres. Voilà. Que les choses soient claires. Ça, c'est une très bonne conclusion. Je trouve que c'est très efficace et très utile qu'on ait pu agir ainsi. Oui, tout à Rappelez fait. Et, cette règle. c'est tout à votre honneur. Encore une fois, le message est passé. Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, on ne laissera pas passer des propos diffamatoires. Oui, tout à fait.
Alors, bon, on va enchaîner. Alors, là, sur la liberté d'expression, là, on est sur complètement autre chose. Parce que là, on est dans les limites classiques, loi 1881, vous l'avez rappelé. Par contre, là, on est sur totalement autre chose. Ils ont voté à l'Assemblée nationale cette semaine une loi soi-disant d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et en fait, tout le monde s'est vite rendu compte, pour ceux qui n'avaient pas compris, que c'était une loi qui allait en fait demander une vérification d'âge à tout le monde, par définition. Et la Commission européenne s'est empressée de dire eh ben, nous, on a l'outil pour le faire. C'est d'ailleurs nous qui allons nous en occuper, pas vous. Et ce sera le portefeuille européen d'identité numérique. Voilà, qu'elle souhaite déployer massivement à partir de fin 2026. Ça tombe bien, puisque Macron nous a pondu sa loi, si ça passe, pour septembre 2026, début de la campagne présidentielle, par ailleurs. Voilà, c'est un sujet, j'imagine, qui vous intéresse énormément, vous, défenseur des libertés, avocat des libertés publiques et de la liberté d'expression en particulier. Qu'est-ce que vous avez à dire sur tout cela? Que c'est effectivement un contrôle disproportionné de la liberté d'expression, parce que lorsqu'on instaure une limite pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, pour prétendre protéger les enfants, évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez contrôler l'identité de toutes les personnes qui vont Eh oui. s'identifier sur les réseaux sociaux. Ça pose deux difficultés. La première, c'est que l'anonymat n'existe plus sur Internet, sur les réseaux sociaux. Or, le principe quand même en démocratie, c'est que vous avez le droit d'être anonyme. D'ailleurs, on ne vous demande pas d'avoir toujours votre carte d'identité sur vous dans l'espace public. On vous demande, lorsqu'il y a des soupçons, des craintes ou autres que vous auriez commis une infraction, de pouvoir justifier par tout moyen de votre identité. Pour ce qui veut bien dire que le principe, c'est que vous avez le droit d'être totalement inconnu dans l'espace public. Ici, sur les réseaux sociaux, ce ne sera plus possible. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de donner un blanc-seing à des entreprises étrangères privées de pouvoir bénéficier de documents d'identité biométrique de tous les citoyens qui utilisent les réseaux sociaux. Alors que on ne sait pas où vont partir ces données, puisqu'elles ne seront plus sur le sol européen. Et je le rappelle, aux États-Unis, on n'a pas du tout la même protection des données RGPD qu'en Europe. En Europe, on a une protection des données qui est quand même assez poussée, beaucoup plus favorable aux particuliers, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, comme les données seront transmises aux États-Unis, eh bien, on ne sait pas ce que deviendront ces données. Et la deuxième chose, c'est que ces mêmes données peuvent être piratées. Et je pense que là, vous l'aurez compris, ça pose une question de sécurité des données personnelles. À l'heure où on est en train de tout numériser, où on est en train d'imposer l'identité numérique, l'État, ses administrations et même les grandes entreprises sont incapables de nous assurer une protection suffisante de nos données personnelles. Donc il n'y a pas un jour qui passe sans que vous n'ayez pas découvert dans la presse qu'il y a eu un vol de données massif. Alors vous allez me dire, bon, après tout, qu'on récupère ma photo d'identité, allez, ça ne va pas forcément avoir de répercussions. Je vais vous donner deux exemples dans lesquels vous allez comprendre à quel point c'est dangereux que vos données personnelles soient en transit sur Internet. Premier exemple, c'est la question notamment de l'identification sur les sites pornographiques. D'accord. Bon, on n'est pas tous obligés d'aller consulter de tels sites, oui, mais évidemment, il y en a quand même beaucoup qui vont sur ces sites. Alors, c'est sûr que lorsque vous allez vous identifier pour accéder à ces contenus, évidemment que vos données ne seront jamais piratées. Bon, évidemment, c'est impossible de vous assurer ça pour la simple et bonne raison que on connaît dans la sécurité informatique le fait qu'il n'y a rien qui est inviolable. Le principe, c'est que rien n'est jamais inviolable. La seule chose, c'est que les entreprises, ceux qui ont de la sécurité informatique, doivent être en mesure de mettre un pare-feu et un certain nombre de mesures de sécurité suffisamment dissuasives pour que le coût, l'énergie qui va être mise en œuvre par les hackers soit disproportionné par rapport aux gains qu'ils vont en espérer. En d'autres termes, si vous êtes sûr et certain que votre gain sera supérieur, alors vous pouvez avoir une bande de hackers qui mettront les moyens pour pouvoir hacker vos données, y accéder. En d'autres termes, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, c'est disproportionné qui va faire qu'en fait, les pirates ne vont pas aller plus loin. Mais on ne peut jamais vous assurer une sécurité à 100%. Ce qui Bien veut sûr. que si vous êtes sur un site pornographique et que on a toutes vos données personnelles, donc votre carte d'identité, les goûts, les catégories que vous aimez, la fréquence sur laquelle vous allez, la durée, etc. Vous imaginez bien qu'entre de très mauvaises mains, de telles informations pourraient être extrêmement compromettantes.
Et récemment, vous l'avez vu, l'affaire du chantage à la sextape démontre bien que lorsqu'on a des données sensibles sur des personnalités plus ou moins connues, eh bien Mhm. évidemment, on peut avoir des personnes mal intentionnées qui vont, qui vont les utiliser pour atteindre leurs fins. Donc, imaginez déjà ce type de scénario, mais puissance 1000, des millions de personnes qui pourraient avoir leurs données personnelles extrêmement sensibles sur Internet. Bon, vous allez me dire, on ne va pas tous sur de tels sites, donc ça va concerner peut-être une minorité. Bon, très bien. Mettons ça de côté. Deuxième exemple pour vous en convaincre. Récemment, vous avez eu la Fédération nationale des porteurs d'armes à feu qui a vu ses Mhm. données volées. Bon, vous allez me dire, après tout, bon, ça peut arriver. Oui, mais là, concrètement, c'est qu'on a eu des personnes, notamment des personnes mal intentionnées, des bandes organisées, qui ont débarqué chez les personnes qui avaient des ports d'armes enregistrés et qui étaient présents sur ces listes, pour débarquer chez eux, les braquer et récupérer les armes. Donc, on passe d'une violation totalement numérique à un braquage en bonne et due forme qui, lui, est bien physique et bien réel. Donc, c'est ça le risque en fait du vol des données personnelles. C'est qu'en fait, on va se retrouver dans des situations complètement rocambolesques dans C'est lesquelles ça. les personnes vont se faire pirater, hacker, voler, dérober, probablement aussi parfois subir du chantage. Et donc, c'est un monde nouveau dans lequel nous sommes en train de nous embarquer, bon gré, mal gré, puisque l'État est incapable de nous assurer une sécurité des données personnelles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais publié sur ma chaîne YouTube il y a 2, 3 semaines de cela le fait que nous engagions une action en responsabilité contre l'État pour son incapacité à assurer le parfait respect de nos données personnelles. C'est une manière, plus ou Très moins, bien. vous aurez compris, de s'opposer en fait à l'identité numérique. Parce que là, aujourd'hui, ils avancent leur pion et malheureusement, eh bien, nous n'avons pas énormément de moyens pour les contraindre à reculer ou en tout cas à temporiser. Je pense que cette action pourrait vraiment faire la différence. Cette action, donc, elle se fait devant une chambre à Paris ou ça? Le tribunal administratif de Paris, Ouais, avec l'association ADLF, qui est une ouais, association de défense des libertés fondamentales, c'est ouais. l'acronyme. Je ne suis pas membre de cette association, je ne suis pas adhérent, je ne suis pas dans le conseil d'administration, mais simplement c'est une c'est une association avec laquelle j'ai eu l'habitude de travailler, puisqu'on était Mhm. venu avec eux notamment sur la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme pour les Mhm. soignants suspendus. Donc, on les remercie Suspendu. encore et on remercie tous ceux qui ont participé au soutien de cette action, puisqu'aujourd'hui, eh bien, l'ADLF continue d'œuvrer pour nos libertés. Merci à eux parce que individuellement, seule une victime d'un vol de données personnelles pourrait se retourner contre l'État. Le problème, c'est que souvent, vous n'êtes pas au courant. Mhm. Deuxième chose, c'est que souvent, le coût du préjudice avec le coût de l'action n'est pas proportionné. Donc, ce qui fait que très très peu de gens, voire quasiment personne, n'est enclin à engager une telle action. Il faudrait vraiment subir un préjudice totalement disproportionné Bien sûr. pour qu'on aille dans de telles extrémités. Ce qui aujourd'hui, fort heureusement, est quand même assez exceptionnel. Donc, l'association permet de lever ces barrières et de pouvoir agir et évidemment de faire en sorte que leur projet d'identité numérique recule ou en tout cas se temporise parce que là, on ne peut pas nous garantir la protection de nos données personnelles. Non, mais c'est bien tout à fait productif de faire ce type d'action. C'est extrêmement important, d'abord pour faire connaître le sujet, mieux le vulgariser, et puis pour obtenir des choses, pour opposer une résistance. On peut imaginer aussi, alors évidemment, politiquement, nous, vous savez qu'on prône la sortie de l'Union européenne parce que l'identité numérique européenne est très liée à toute cette infrastructure européenne, comme le DSA, comme Chat Control. Donc, vraiment, on voit bien au niveau européen une procédure totalitaire qui se met en place, et de censure et de contrôle. Beaucoup parlent aussi de l'utilisation de VPN. J'avais parlé sur cette chaîne avec des spécialistes, j'avais fait des vidéos, des entretiens qui nous expliquaient comment ça fonctionnait. Bon, bah, les citoyens vont devoir s'habituer à ce type d'instrument en espérant que ça n'aille pas ensuite aussi vers l'interdiction. Hein. Mais on peut imaginer quand même une gamme d'outils. En attendant un vrai changement politique de fond, on peut quand même imaginer une gamme d'outils, d'actions judiciaires, de VPN, d'actions pour contraindre, enfin aller contre cette marche en avant vers la censure et vers la surveillance. Quoi. Il ne faut pas rester les bras croisés. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire et vous le démontrez. Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un jeune adolescent qui s'était grimé en mettant une fausse barbe. Je sais pas Pour si vous passer la avez vu. reconnaissance faciale, Tout à fait. Et du ça a coup, marché. ça a marché. Donc ça démontre bien que l'IA n'est pas du tout prête sur l'identification faciale, puisqu'on peut finalement
facilement la contourner et que c'est pas pour protéger les enfants qu'on fait ça. C'est pour nous contrôler, nous, les adultes. Oui, ça, il n'y a que les députés macronistes LR et RN pour le croire, hein, ceux qui ont voté cette loi. Hein, y ont-ils vraiment cru? Moi, je pense que raisonnablement, ils ont vu pendant la crise sanitaire que nous étions capables de pouvoir contourner les médias de propagande, parce que clairement, nous avions des médias de propagande. Heureusement pour nous, YouTube et les plateformes nous ont pas totalement censurés, ce qui nous a permis de vous découvrir et puis de pouvoir avoir un contre-feu. Et clairement, l'identification numérique va avoir pour objectif de neutraliser la capacité que nous avions sur des réseaux sociaux à c'est le pouvoir nous but. mobiliser. Oui, et eux, comme ils ont tapis rouge dans les médias du système, se disent que ça permettra de contraindre leurs vrais opposants, c'est-à-dire ceux qui démasquent leur escroquerie. Tout à fait. Il y a un vrai sujet, que chacun l'entende, hein, que tout le monde en tire les conclusions et les conséquences nécessaires. En tout cas, c'est un sujet qu'on ne va pas lâcher, un sujet extrêmement important. Je rappelle que nous, on a lancé une pétition nationale contre ce pass numérique, car il faut l'appeler par son nom. C'est un pass numérique, comme il y a eu pass sanitaire, pass vaccinal. Elle est en lien sous la vidéo, en description, si vous voulez la signer. N'attendez plus. D'ailleurs, on va continuer de parler de l'Europe. Je vais peut-être juste rajouter une toute petite chose. Vous savez, en 2023, il y avait déjà une loi qui était sortie sur les mineurs, Ouais. notamment la majorité numérique. Cette loi n'était pas entrée en vigueur car les décrets n'avaient pas été pris. Là, dès qu'on aura les décrets d'application de la loi qui vient d'être votée et adoptée, il faudra attaquer ces décrets. Ça, c'est, Très bien. je ne les connais pas, mais il faudra. Vous avez raison, il y aura des décrets, ils l'ont dit, hein, bien sûr. Et c'est dans les décrets qu'il y aura tout, d'ailleurs. Exactement. C'est comme ça qu'on va savoir à quelle sauce on va être mangé. Et là, il y aura forcément des failles juridiques et il faudra s'y engouffrer. Ça, il faut que vous me tenez-moi au courant, hein, cher maître, là-dessus, parce que ça nous intéresse. J'attends qu'ils sortent et je les analyserai. Je pense que j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, mais ça nous intéresse beaucoup. Oui, on ne restera pas inactifs, nous patriotes, là-dessus non plus. Bien sûr, j'avais dit, comme je viens de vous le dire, attaque tous azimuts. Il ne faut pas se laisser faire. Et il faut remuer le sujet, il ne faut pas le laisser passer tranquillement. Il faut faire beaucoup de choses, ce qu'on fait, ce qu'on a commencé de faire largement, puisque nous, on avait prévenu depuis bien avant cette loi, hein. On en a parlé déjà ensemble, on a beaucoup agi déjà, et on continuera. Une autre manifestation de ce que j'appelle une logique de crédit social, vous savez, où on pénalise des gens non pas pour des actions illégales, mais pour des actions jugées non conformes, non convenables. Alors, on avait fait un entretien ensemble en décembre, et à peu près une semaine plus tard, donc on n'avait pas pu encore en parler, je crois le 21 décembre, sont tombées des sanctions européennes contre messieurs Moreau et Beau pour leur prise de position sur la guerre d'Ukraine. Encore une fois, ils n'ont pas été pris la main dans le sac pour un grand trafic avec Poutine, ou un trafic de gaz, ou un trafic d'armes, ou un trafic de roubles. Non, non. Pour leur, et c'est écrit d'ailleurs sur le site des institutions européennes, je suis allé voir, c'est vraiment pour leur prise de position. Et donc, mais ce sont des sanctions très très graves, hein, interdiction de se déplacer, fermeture de comptes en banque, des problèmes avec leurs réseaux sociaux, et même Beau, qui est suisse, mais qui était bloqué en Belgique, ne pouvait même pas rentrer chez lui, ils ne pouvaient plus se nourrir, ils n'ont plus le droit de retirer de l'argent, ils n'ont pas le droit de payer, enfin c'est un truc... Et Moreau est aussi français, donc c'est un truc délirant, voilà. On leur apporte notre soutien. Comment vous jugez ces sanctions et ce qui se met en place? Alors, la question des sanctions, des paquets de sanctions qui avaient été prises par l'Union européenne à l'encontre de l'Europe, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que celles qui impactent aujourd'hui Xavier Moreau et Monsieur Beau, ce sont les 18e paquets de sanctions qui ont été prises en juillet 2025. Et maintenant, on en est au 20e. Et maintenant, on est au 20e. Bon, eux, c'est les 18e qui les concernent. Donc, tous les 6 mois, il y a des nouvelles paquets de sanctions. Et donc, l'objectif, c'est qu'à chaque fois, ils vont étendre et généraliser des mécanismes de sanctions. Donc là, les sanctions dont on est en train de parler, c'est-à-dire interdiction de pouvoir transiter par les territoires de l'Union européenne, interdiction d'avoir un compte bancaire, de transiter avec qui que ce soit, de commercer avec qui que ce soit, etc., ce sont des sanctions qui s'appliquaient déjà aux oligarques russes et aux influenceurs russes qui étaient présents sur le territoire de l'Union européenne. C'est un sujet que je connais bien parce que j'avais des confrères, de très bons confrères et amis qui étaient intervenus pour défendre des oligarques russes. Donc j'ai eu un peu les coulisses de ce type d'échange. C'est très particulier. C'est-à-dire que même en tant qu'avocat, comme ils ne peuvent pas commercer avec qui que ce soit, vous devez demander une autorisation pour être rémunéré.
Donc, je ne sais pas si vous imaginez déjà un peu l'atteinte au droit de la défense, puisque vous ne pouvez pas être sûr et certain que vous allez être payé par un oligarque russe qui, en principe, vous l'aurez compris, n'a pas de difficulté de fin de mois. Donc, Ouais, c'est quand ouais. même extrêmement compliqué. Ça, c'est la Même première. leurs droits les plus basiques de défense ne sont pas respectés. Non, il faudra qu'ils demandent une autorisation qui devrait leur être accordée. Ils ne peuvent pas payer leurs impôts, ne peuvent pas payer leurs charges, ne peuvent rien payer, même une baguette de pain, il faut qu'ils soient autorisés par la justice pour Et là, pouvoir. là, je vous coupe tout de suite, mais il n'y a pas un sujet par rapport aux droits élémentaires défendus par les Nations Unies ou par des chartes, vous voyez, de cette nature-là. Si, je vais en venir à l'analyse, je vais planter Voilà. le décor, mais évidemment, vous aurez bien compris que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, moi, je donne vraiment le back-off, hein, ce que je Ouais. découvre en discutant avec mes confrères, qui me décrivent déjà un peu l'envers du décor. Donc, c'est quand même quelque chose de totalement inédit, ça n'existe pas ailleurs que dans ce type de sanctions. Donc, c'est juste pour vous dire, bon. La deuxième chose, c'est que même au sein de nos ordres d'avocats, c'est extrêmement mal perçu et mal vu de défendre des personnes oligarques ou qui ont eu des positions conformes, ou en tout cas dans le sens de la Russie. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement dangereux, puisque lorsque vous êtes avocat, vous n'êtes pas confondu avec les personnes que vous défendez. Ben oui. On avait bien vu que pendant la crise sanitaire, évidemment, le sujet a été complètement remis. Je donne cet exemple parce que j'aime bien le donner, mais euh, notre ami et confrère Alberto Brusa défendait, avant la crise sanitaire, il était connu pour d'autres actions qu'il avait menées, notamment il défendait Ribéry. Mhm. Pour autant, on est d'accord, il n'est pas un joueur professionnel de football, notre ami Carlo. Je crois pas. Oui, d'accord. Je ne me porte pas non plus. Après, je parle pas, je parle sous son contrôle. Mais ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, à aucun moment, il a été pris pour un joueur professionnel de football. Donc, quand il défend, par exemple, des personnes qui sont opposées au pass sanitaire ou à la vaccination obligatoire, il ne peut pas être confondu avec les personnes qu'il défend. C'est pareil pour notre ancien ministre de la Justice Dupond-Moretti, lorsqu'il défend des terroristes, il n'est pas lui-même terroriste. D'accord? Vous voyez, il faut arriver à faire cette Ou distinction. les Pas accusés confondre l'avocat et la cause qui est défendue. ou D'accord. ce Doutreau. Il avait défendu ce Doutreau également. Exactement. Donc, il a été connu dans plein d'affaires Mhm. médiatiques. Et on sait que c'est un travers qui, très souvent, malheureusement, frappe les avocats, c'est qu'ils sont confondus avec les personnes qu'ils défendent. C'est comme s'ils les cautionnaient, alors que vous pouvez très bien défendre une personne sans forcément partager 100% des opinions Bien sûr. que ce dernier a. Ça paraît comme ça assez évident, mais en fait, avec la crise sanitaire, et notamment les avocats qui défendent des personnes qui sont visées par des paquets de sanctions concernant la Russie, ben, on a exactement le même raisonnement, mais y compris par nos ordres professionnels. C'est-à-dire que mes confrères ont subi des remarques désobligeantes dans lesquelles on leur expliquait qu'ils n'étaient pas obligés d'aller défendre les Russes. Je rappelle que les oligarques, pour certains, on ne regardait pas s'ils étaient des amis ou des partisans de Poutine. C'était juste le fait d'avoir la nationalité russe et d'être qualifié d'oligarque qui faisait que vous tombiez sous le paquet de sanctions. D'ailleurs, c'est drôle parce que le mot oligarque, on le réserve aux Russes. On ne dit jamais des oligarques français, par exemple, alors qu'il y en a plein. Exactement la même situation. Vous avez tout à fait compris. En fait, Il ce y en a sont des plein. millionnaires qui transitent autour du Ah pouvoir oui, ou qui peuvent avoir des intérêts ou non avec bien la sûr. classe dirigeante. Vous avez bien compris, Xavier Niel, tout ça, bref. Bah, il y en a plein. Vous Ouais. pouvez en citer d'autres. Mais c'est juste pour vous montrer un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire votre métier d'avocat, d'une part, vous allez devoir demander l'autorisation de verser des fonds, donc ça veut dire que on saura quels sont le montant de vos honoraires, un peu ce que vous avez dû facturer, parce qu'il va falloir forcément révéler des éléments de votre facturation, ce qui quand même touche au secret professionnel. C'est quand même assez inquiétant. Et la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas non plus soutenu par vos ordres lorsque pendant 6 mois, un an et demi, on va retenir des sommes d'argent parce que votre client ne sera pas autorisé à vous régler vos honoraires. Ce qui veut dire que la défense, les droits de la défense aujourd'hui d'une personne qui est visée par un paquet de sanctions, et aujourd'hui on voit que ça peut même être nos propres ressortissants, est particulièrement mis en cause. Et là, je vous parle vraiment de sujets, c'est le back-off, hein, je parle de choses, Surtout que ces sanctions, ce ne sont pas des décisions judiciaires, hein. Ce sont des décisions pas des administratives. décisions judiciaires. Ça, je vais y revenir là-dessus. C'est juste là pour planter le décor. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces sanctions? Ces sanctions, ce sont des décisions prises par le Conseil de l'Union européenne, donc c'était les ministres ici des Affaires étrangères en ce qui concernait Xavier Moreau, mais ça peut être aussi des sanctions prises par la Commission européenne, d'accord? Donc ce sont des autorités de l'Union européenne qui vont prendre des décisions
On est un peu comme vous savez, les notes blanches qu'on avait juste après les attentats du Bataclan. Il y avait des personnes qui étaient assignées à résidence. Et elles étaient assignées à résidence sur la base d'une note blanche dans laquelle l'administration disait il est suspecté d'être plus ou moins enclin avec une position qui pourrait être de nature à causer des attentats. Voilà. C'était un peu ça. En gros, c'est uniquement du déclaratif et vous avez une décision de l'administration qui est immédiatement prise. On est exactement dans le même système. C'est presque ce qu'on pourrait appeler des lettres de cachet version 2026, puisque là, ici, ce sont des simples affirmations qui suffisent à remporter des conséquences juridiques extrêmement Sans importantes. qu'ils aient été prévenus avant, sans contradictoire, sans qu'ils aient pu répondre, etc. Ils ne savent pas exactement ce qu'on leur reproche. Ils n'ont pas été en mesure de pouvoir répondre préalablement, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses. Hein. J'ai regardé quelques interviews de Xavier Moreau, il disait on me reproche des propos que je n'ai pas moi-même tenus. Oui, parce qu'on ne lui a pas dit avant, on envisage d'eux et puis vous pouvez répondre. Ça tombe d'un coup. Et lui, il l'a appris par la presse, hein, d'ailleurs. Il l'a appris par la presse. Bon, c'est assez incroyable. Et évidemment, les conséquences sont dramatiques. Hein. Vous ne pouvez plus payer vos impôts, vous ne pouvez plus commercer, vous n'avez plus de compte bancaire. Enfin, il y a une expression que Xavier Moreau a utilisée que je trouve qui reflète bien, il est en voie de clochardisation. Bah oui. Vous devenez véritablement un clochard du jour au lendemain. C'est une mort sociale. C'est une mort sociale. Ouais, complètement. C'est une mort sociale. Et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on le voit aujourd'hui, ça peut frapper également des ressortissants français qui ont eu pour seule faute de ne pas partager l'analyse géopolitique retranscrite en Europe, la position dominante, ce qui est une atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas pour protéger uniquement ceux qui sont tous d'accord. La liberté d'expression, c'est surtout et avant tout pour protéger ceux qui ont des avis minoritaires, dissidents, voire parfois qui peuvent être choquants. C'est ça la liberté d'expression. Donc on voit bien qu'ici, juridiquement parlant, c'est quand même extrêmement inquiétant et tout défenseur des libertés, et notamment avocat, devrait s'inquiéter de ce dévoiement des mesures aujourd'hui qui sont prises par l'Union européenne. Donc, Xavier Moreau a attaqué aujourd'hui ces décisions avec un avocat. Il a fait exactement ce qu'on avait fait, mon cher Florian. Il a saisi le tribunal de l'Union européenne. Il commence à devenir un spécialiste de la matière, vous aussi, aujourd'hui. Et donc, il a contesté devant la juridiction européenne la possibilité donc de remettre en cause ces décisions. Malheureusement, le temps de la justice, vous l'avez vu vous aussi dans votre dossier, ça prend un certain délai, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est totalement bloqué avec des décisions qui aujourd'hui, dans quasiment 60% des cas, sont annulées. Heureusement pour nous, en Europe, l'Union européenne, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, annule une très grande majorité des sanctions qui sont prises sur le fondement des paquets de sanctions prises. Oui, mais ça met combien de temps? Mais ça met combien de temps? Ça met un an et demi. Voilà, c'est ça. C'est le problème de la justice. Donc, finalement, le mal est fait. Une Bien fois sûr. qu'on nous a mis en difficulté, le mal est fait. Alors, super, on annule derrière. Vous pourrez demander toujours une indemnisation, mais pareil, vous êtes reparti sur un an et demi, 2 ans. La justice n'est malheureusement aujourd'hui pas une solution séduisante. Pourquoi? Parce que c'est la solution de dernier recours. Vous le faites quand vraiment. Il n'y a pas de. Pardonnez-moi, mais sur ce genre d'affaires, il n'existe pas une procédure de référé. Alors, il existe, sur des conditions très particulières qu'il faudrait vérifier ici, des mesures de référé. Mais, encore une fois, même en cas de référé, vous pouvez accélérer la procédure sans pour autant la rendre extrêmement courte. Oui, il n'y a pas de référé 48 heures. Quoi, Il n'y a pas le référé liberté que nous avons en France et qui, effectivement, est un référé extrêmement séduisant pour le coup, puisque en moins de 48 heures, vous pouvez avoir une décision de justice. Bien sûr. C'est assez extraordinaire, mais c'est quand même l'exception parce que vous avez très peu d'États en Europe qui pratiquent ce type de référé. Et même en France, c'est un référé qui est réservé à des cas extrêmes, vraiment extrêmes. Tout à fait. Sachant que en fait, le vrai but, c'est aussi d'envoyer un signal aux autres. Ah, tout à fait. Le but, c'est pas de discours divergents. Voilà. Il doit y avoir une vérité unique et tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous vous taisez. Sinon, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver comme notre cher Xavier Moreau qui, évidemment, va servir d'exemple. Oui, oui, tout à fait. Et on est encore une fois dans une logique vraiment de crédit social parce qu'il n'y a rien d'illégal, on leur reproche un comportement jugé non conforme. Voilà. Aucune infraction pénale. Hein. Aucune infraction pénale, hein. Aucune violation non plus de la loi de 1881, pas de diffamation, pas d'injure, juste des analyses politiques qui ne vont pas dans le sens de la position dominante. Sachant qu'il y a, quand on est en guerre officiellement, qu'on a déclaré une guerre contre un pays, il y a des procédures généralement qui s'appliquent d'intelligence avec l'ennemi ou des choses comme ça.
Mais là, c'est normalement même pas le cas. D'abord, il n'y a pas d'intelligence, il y a un discours, simplement une analyse. Mais en plus, normalement, officiellement, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. On le rappelle, hein, officiellement, puisqu'on a parfois l'impression qu'on l'est, mais nous ne le sommes pas. Donc, bon, tout ça, on retémoigne notre soutien à ces personnes, en tout cas le soutien des patriotes, ça c'est évident. Et puis, j'espère que nous pourrons créer suffisamment de scandales sur ces affaires pour que ça ne se reproduise pas, car je pense que c'est la seule force qu'on ait aujourd'hui. Il y a les actions en justice qu'il faut mener, j'imagine qu'ils les mènent, mais il faut scandaliser. Il faut vraiment scandaliser pour qu'ils n'osent plus le faire et qu'on s'éloigne de ce genre de mesures absolument scandaleuses et inadmissibles. Alors on va parler d'un autre sujet, on en avait parlé, mais entre-temps, on a eu la décision. C'est le procès de Brigitte Macron contre 10 prévenus sur le fondement de la loi cyberharcèlement, la loi Schiappa de 2018. Et on n'avait pas encore le verdict. Alors, ils sont en appel maintenant parce que c'était en première instance. Mais début janvier, ils ont été condamnés à des peines d'environ quelques mois de prison avec sursis, sauf une personne 6 mois ferme parce que la personne ne s'était pas présentée, je crois, au tribunal, et plus des amendes, plus des interdictions d'utilisation des réseaux sociaux, ce qui n'est pas anodin. Hein. Et ça, on voit que ça se multiplie quand même comme type de condamnation. Mais surtout, on avait dit, c'est quand même un dévoiement de cette loi qui était faite aussi pour les enfants. On nous avait dit ça. Et là, l'enfant a 72 ans. Brigitte. Qu'est-ce que vous en pensez de ces condamnations de cette, En fait, c'est la loi 1881 qui est annulée, en fait, non? On en est dans une situation où, effectivement, la liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin. Pourquoi? Parce que sur l'injure et la diffamation, ils n'avaient pas réussi à les condamner. C'est ça. Il n'y avait pas d'injure, il n'y avait pas de diffamation. On revient dessus. La diffamation, les deux faits qui étaient reprochés, c'était le premier, la prétendue pédocriminalité. Et là, ici, aucun des articles juridiques sur lesquels j'ai lu, ils utilisent tous vraiment le qualificatif de prétendu. Bon, je pense qu'on peut quand même raisonnablement considérer qu'il n'y a pas de prétendu. Hein. Il y a clairement une différence d'âge qui était sous couvert d'une infraction pénale. Elle est prescrite aujourd'hui et les parents qui à l'époque auraient pu, les parents d'Emmanuel Macron qui à l'époque auraient pu agir, ne l'ont pas fait. Voilà. Donc c'est tout, mais concrètement, on peut retirer le prétendu. Hein. Il y avait une vraie différence d'âge qui était de nature à commettre une infraction pénale. La deuxième chose, c'était l'identité de genre ou la transition de genre. Et là, le tribunal nous dit, il n'y a rien d'affamant, il n'y a rien de désopilant, il n'y a rien, il n'y a aucune atteinte à l'honneur que de faire une transition de genre ou d'avoir changé de genre, ou même de vouloir cacher son genre. Et donc, c'est ça qui a permis à nos deux protagonistes, Amandine Roy et j'ai oublié le nom de la deuxième. Natacha Ray, de ne pas être condamnée sur le fondement de la diffamation et de l'injure. Donc, manque de bol, ça n'a pas été suffisant cette qualification pénale de la part donc, de Brigitte Macron qui n'a pas réussi finalement à démontrer Elle est partie en cassation, je crois quand même, hein, on verra. Mais... Alors, il me semblait qu'au début, ils voulaient partir en cassation, qu'ils n'y étaient pas partis. Bon. Ah, ils l'ont pas fait finalement. Bon, on regardera. Okay. Peut-être que j'ai. En tout cas, en appel, il est certain qu'elle a perdu. Brigitte Macron a perdu, ça c'est vrai. Après, elle a perdu parce que, encore une fois, il n'y a rien de diffamant ou d'infamant ou d'injurieux à dire qu'une personne a changé de genre. Ouais. Donc l'argumentation de l'avocat a été de dire, c'est pas le fait de changer de genre, c'est le fait d'avoir volontairement dissimulé des actes d'état civil sur le genre. Et donc l'infraction pénale reprochée aurait été de dissimuler et de changer des actes d'état civil. La Cour d'appel n'a pas été réceptive à cette argumentation, elle a considéré qu'il n'y avait pas de volonté malveillante, que c'était un débat d'intérêt général et que derrière, le qualificatif de diffamation n'était pas rempli, ni pour l'infraction de pédocriminalité, ni pour le changement de genre. Donc, fin de l'histoire. Moralité, session d'attrapage. Qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit sur le cyberharcèlement. Donc plus d'autres. Plus d'autres. Enfin, pas tout à fait les mêmes d'ailleurs. Il y en avait une dizaine, mais il y avait effectivement ces deux-là aussi qui étaient poursuivis sur le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, c'est le fait de harceler une personne, des actes répétés qui vont avoir pour conséquence de dégrader vos conditions de vie ou de santé. Et par conséquence, vous avez la possibilité d'obtenir la condamnation des auteurs de cette infraction. Il y a une aggravation lorsque les actes de harcèlement sont réalisés directement en ligne. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement.
Donc ici, ils ont considéré qu'il y avait un cyberharcèlement et on a des cas assez variés puisqu'on a des personnes qui ont fait des vidéos, des personnes qui ont tweeté avec des propos parfois assez virulents, hein, et vous en avez d'autres qui se sont parfois contentés uniquement bien, de liker ou de reposter. Donc on a Mais vraiment on est d'accord, cher David, que dans la notion de harcèlement, il doit y avoir une réitération. il doit y avoir une réitération, puis surtout il doit y avoir une intention malveillante. Oui, mais quand vous harcelez quelqu'un, c'est que vous êtes vraiment insistant, vous venez, vous revenez, vous revenez, vous revenez. On imagine par exemple 50 tweets, 100 tweets. Mais là, pour la plupart, c'est absolument pas le cas. La Ils auraient dû être répétition dans la poursuivis. jurisprudence considère qu'il y a répétition à partir de 2 fois. On Okay. a de la jurisprudence dans laquelle on considère qu'à partir de 2 fois, il y a répétition. C'est un drôle de harcèlement quand même, mais pour le reste, on sent bien effectivement qu'ils auraient pu à la limite être poursuivis peut-être pour de la diffamation, j'en sais rien, je connais même pas les tweets mis en cause, j'ai même pas regardé, mais peut-être qu'ils auraient, que de nouveau, effectivement, Brigitte Macron aurait juste perdu en fait. Mais là, on a dévoyé parce que les peines qui sont prononcées ne sont pas les peines prévues par la loi de 1881, c'est beaucoup plus grave. Oui, pas du tout. Non, là, on est vraiment sur du cyberharcèlement. Mais c'est un moyen d'annuler la loi de 1881 en fait. C'est un moyen de contourner. On n'ira plus jamais sur de la diffamation, on ira toujours sur du cyberharcèlement directement, non? Tout à fait. Ah non, mais complètement. Tout à fait. Là, maintenant, il va falloir faire attention à ce que vous allez dire et à la manière dont ça va être interprété. Parce que, évidemment, ce dossier, il est intéressant. Pourquoi? Parce que Brigitte Macron ne peut pas être comparée à une personne lambda. Elle n'est pas en train de comparer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un parfait inconnu et qui, malheureusement, fait l'objet d'une cabale de la part de ses camarades qui vont l'afficher sur les réseaux. C'est pas le collégien pour qui était prévue la loi, normalement. Et puis, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas mis en avant sa vie privée. Elle l'a utilisée énormément. Tout à fait. Et puis, Brigitte Macron est une personnalité publique. Si vous ne voulez pas être critiqué, vous restez dans l'ombre. Vous ne créez pas de réseau, vous n'intervenez pas médiatiquement, vous restez extrêmement discrète. C'est pas le cas ici. On a une personnalité, justement, au contraire, qui met en scène sa vie, qui met en scène ses combats, qui communique très largement par voie de presse et qui, évidemment, est une personnalité publique. Quand vous êtes une personnalité publique, vous avez, malheureusement, les désavantages, les désagréments qui vont avec, vous avez la critique. Je pense que vous aussi, mon cher Florian, oui, mais vous connaissez ce lot du quotidien. Vous pouvez pas moi, je pourrais m'amuser à utiliser la loi Schiappa pour cyberharcèlement. Si c'est aussi facile, je gagnerais souvent. Mais ce serait inquiétant. Je ne le ferai pas parce que c'est très inquiétant pour la liberté d'expression. Vous ne pensez pas que... Moi, j'ai vu d'autres... j'ai parlé comme ça avec d'autres avocats en attendant, qui m'ont dit, normalement, en appel, elle va perdre. Quoi. Ils sont persuadés qu'elle va perdre. Effectivement, il va ressortir un certain nombre d'éléments. Il y a le premier qui est de savoir si réellement ça a eu un impact sur sa vie. Si c'est le cas, il faut qu'elle arrête de faire de la politique avec son mari et qu'elle sorte de la vie publique. Parce que, évidemment, quand vous êtes exposé médiatiquement autant, il y a forcément les désagréments qui vont avec. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la liberté d'expression et la possibilité de pouvoir parler d'un sujet comme Brigitte Macron ou de sa prétendue transidentité, ce sont des sujets d'intérêt général. Et donc, il va falloir se déterminer si un sujet d'intérêt général peut devenir un acte de harcèlement. Parce que si c'est le cas, on ne va plus jamais pouvoir critiquer qui que ce soit dès lors que ça peut avoir un effet sur sa santé psychologique. C'est le but. Hein. Et les journalistes pourront tous être devant les tribunaux en permanence. Et tous, nous, vous, moi, on pourrait être tout le temps, en tout temps, finalement, puisque l'acte de répétition, c'est 2 fois. Il faudrait parler 2 fois d'un sujet pour que ça suffise à caractériser les agissements répétés. Et puis derrière, une personne qui s'en plaindrait et qui ferait état d'une situation désagréable, un inconfort pour elle, et on pourrait se retrouver devant les tribunaux. Donc j'espère bien que la Cour d'appel cassera ces décisions parce que clairement, ça veut dire qu'on ne va plus jamais être en mesure de pouvoir critiquer qui que ce soit dès lors que ça pourrait avoir des conséquences sur sa santé. Et si la Cour d'appel casse, c'est une nouvelle déconvenue lourde pour Macron et Brigitte Macron, hein, parce qu'ils perdent beaucoup quand même, en fait. Oui, d'ailleurs, la question qu'il faut se poser, c'est qui paie les factures d'avocat, hein. Tout à fait. Et aussi aux États-Unis d'ailleurs, hein, où c'est un peu plus cher. Oui, aux États-Unis, il n'y a pas de modération des honoraires, hein, je vous confirme. C'est un autre univers. On nous annonce un procès à 10 millions hein, aux États-Unis. Parce qu'en plus, ils ont mandaté un cabinet de détectives privés, en plus. Et la question de qui paye, ça, nous, on a même lancé une pétition là-dessus. J'ai quand même un point. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument sur la dégradation des conditions de santé? Ils ont produit le dernier jour un petit mot, je crois une ligne, du médecin de l'Élysée pour dire voilà.
Et sa fille est venue, Tiphaine, témoigner devant la barque. Sa mère a été déprimée. Vous trouvez que... Bah, je sais pas, il y en a un, c'est l'employé de l'Élysée, et l'autre, c'est sa fille. Il y a quand même... Non Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez raison de le soulever. Bon, une attestation, il y a un principe quand même qui fonctionne bien en droit civil et c'est pareil en droit pénal, c'est que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Vous pouvez pas Voilà. vous auto-attester que vous n'êtes pas en forme, évidemment. Là, on a évidemment deux personnes qui sont conflictées. Pourquoi? Parce que la fille, bah, elle a un lien de relation familiale avec sa mère, donc elle n'est pas de la plus objective. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un employé de l'Élysée qui travaille pour eux, et donc il y a un lien de subordination. Donc ça méritait clairement d'avoir des éléments plus objectifs. C'est dommage quand une des conditions matérielles de l'infraction porte notamment sur la dégradation des conditions de vie et de santé, qu'on ne soit pas plus exigeant sur la preuve de la dégradation des conditions de vie et de santé. J'interviens très régulièrement sur des situations de harcèlement moral. Clairement, il faut mettre le paquet, hein. Enfin, vous devez vous cantonnez pas à fournir un petit certificat. Vous fournissez des tas et des tas de certificats. Vous faites établir parfois des résumés de consultation par des psychologues, voire par des médecins psychiatres, pour Ouais, justement démontrer qu'il y a eu une vraie atteinte aux conditions de vie et de santé. Vous ne pouvez c'est pas y sûr. aller comme ça au doigt mouillé, hein. On a quand même un jugement hors norme, là, ouais, en première instance. On a le sentiment que si ça n'avait pas été Brigitte Macron, On le aurait pas juge eu. aurait certainement été plus exigeant. Ce qui n'est pas normal, puisque en France, que vous soyez riche, puissant ou pauvre et misérable, la justice doit être exactement la même pour vous. Doit être, ouais, tout à fait. on, on aimerait. Bon, en tout cas, l'appel va être extrêmement important et intéressant. C'est très important, hein, parce que c'est toute une question de Il en va jurisprudence. de la liberté d'expression sur Internet, de tout à chacun, parce qu'on est tous amenés en tout lieu, en toutes circonstances, parfois à s'exprimer et à prendre des positions contre des personnalités politiques. Et encore une fois, si elle perd, ça fait quand même lourd, là. Elle perd souvent, quoi. Surtout qu'aux États-Unis, ça s'annonce pas forcément très positif non plus pour eux, hein. Donc, J'ai hâte de voir ce que les juridictions américaines vont décider. Vraiment. ça va être, ça s'annonce pas forcément très bien pour eux non plus, hein, d'après les analystes juridiques aux États-Unis. Et, il y aura moins de révérence là-bas par rapport au statut, hein. Bon. Évidemment. Donc tout ça est quand même intéressant, mais qui tout double pour eux, hein, et pour elles. Je vais conclure, mon cher David, par votre actualité, parce que je sais que vous défendez nos amis suspendus, notamment. Nous-mêmes, alors on va commencer par ça, notre action en justice contre la Commission européenne et von der Leyen sur l'opacité des documents continue, hein. J'en parle pas forcément tous les matins parce qu'il n'y a pas de nouveautés juridiques tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a comme info là-dessus? Dernière actualité, la Commission européenne a répondu. Oui. Elle vous a indiqué que vous étiez arrivé trop tard. Voilà, Ouais. c'était plus la peine de contester. Donc, bon, bah, visiblement, les conditions de recevabilité qui, pour eux, ne sont pas remplies, font l'objet d'une interprétation, je trouve, très particulière. Et c'est dommage parce qu'ils ne répondent quasiment pas sur le fond. Ouais. Donc, c'est quand même dommage. Moi, j'attendais surtout le fond parce que, évidemment, les conditions de recevabilité. C'est peut-être qu'ils sont un peu gênés sur le fond. Et c'est un peu ce que je me dis, oui, effectivement. Donc on verra ce qu'il en sera. On va préparer un petit mémoire complémentaire sur ce sujet-là. Je vous en tiendrai informé, évidemment. Mais ça Oui, fait puisqu'on plaisir. on n'arrête pas, évidemment, on s'arrête pas à l'argumentation de la Commission, on s'en fiche un peu, on avance. Non, non, tout à fait. Le tribunal de l'Union européenne peut juger totalement différemment et je pense que ça ne fera pas mouche, hein, sur la question de la recevabilité. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien de bien compliqué. Je suis assez surpris que 90% de l'argumentation est portée sur ça. Oui, oui, tout à fait. Un non-argument, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup sur le reste. Donc ça, on vous tiendra informé, on continue l'action, très importante. Sur le reste, vous avez d'autres dossiers sur le feu. Deux actus peut-être, effectivement. Donc sur les soignants suspendus, l'aventure continue, comme je dis souvent. J'aurai le plaisir d'être à Vierzon ce week-end. Alors peut-être qu'au moment où on sortira la vidéo, ce sera déjà passé, donc ce sera les 31 janvier et 1er février. On parlera de l'action qu'on a pour les soignants suspendus devant la Cour européenne des droits de l'homme avec Pierrick Thévenon. Cette action est toujours en cours et elle pourrait conduire à une condamnation de la France. Si condamnation de la France il y a, c'est évidemment le jackpot pour les soignants suspendus qui pourront être indemnisés seulement s'ils font les recours indemnitaires devant les juridictions françaises. Au 31 décembre 2025, nous avons passé une première étape puisque les sommes non réclamées en 2021 sont potentiellement perdues. Potentiellement pourquoi? Parce que
évidemment, il faut que la partie adverse, l'État notamment, soulève la prescription pendant la procédure, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a, enfin, tant mieux pour nous, on n'a pas toujours des très fins juristes en face. Donc, ça veut dire que si on croise les doigts un petit peu, pour les sommes non perçues en 2021, on peut encore espérer obtenir quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça reste totalement opportun, puisque 90% quand même des préjudices des soignants suspendus, c'est toute l'année 2022 et les 5 mois de 2023, puisqu'ils n'ont été réintégrés officiellement qu'à compter du 15 mai 2023. Donc C'est ces ça. actions sont toujours en cours et j'espère bien que les 480 soignants que nous représentons seront rapidement indemnisés. Deuxième actu, je pense que vous avez dû en entendre parler, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'État français dans la très mauvaise gestion des événements de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. C'est une très bonne nouvelle pour les Calédoniens et tous ceux qui avaient des biens et une vie là-haut, puisqu'ils vont pouvoir être indemnisés. Et le tribunal a rendu une décision très intéressante, hein. Il y a une vingtaine de décisions qui ont été rendues en décembre 2025, dans lesquelles il ne condamne pas l'État sur la responsabilité du fait des attroupements, qui est une responsabilité, vous savez, automatique, hein. Chaque fois que vous avez des émeutes, si on vous brûle votre voiture, votre assurance ne vous assure pas, vous pouvez vous retourner contre l'État. D'accord? Ça, c'est quand même très intéressant de le savoir. Ici, le tribunal administratif de Nouméa a condamné la France sur une faute. Une faute qui était de dire ils ont mal anticipé, ils étaient informés, et quand ça s'est déroulé, ils n'étaient pas du tout prêts. Donc c'est un côté quand même assez infamant, parce qu'ils auraient pu faire indemniser sur un autre fondement de responsabilité sans avoir besoin de rappeler qu'ils avaient fait n'importe quoi, et ils n'ont pas choisi forcément ce moyen-là. Donc Très c'est bien. quand même quelque chose qui est intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on va être sur des indemnisations qui, évidemment, vont être beaucoup plus intéressantes pour ceux qui vont s'en plaindre. Mais là, encore une fois, il faut agir, il faut saisir le juge, et vous le voyez, parfois, ça fait plaisir, eh bien, les juridictions nous donnent gain de cause et finissent par condamner l'État. Donc ça, j'avais quand même envie de finir sur cette note positive, Oui, parce qu'on oui, dit oui. souvent que la justice ne sert à rien. Bon, bah là, on a la démonstration que, évidemment, ici, là, c'était vraiment très pertinent de saisir un juge et d'obtenir gain de cause. Bah, on finit par cette note positive. On avait commencé par une note intéressante positive sur l'affaire Duclos, Louis Duclos. Donc, comme quoi, il faut toujours agir. On n'est pas garanti de résultat, mais enfin, on est garanti d'échouer si on ne fait rien. Ça, c'est certain. Par Moi, contre, j'aime bien dire ça, vous voyez, c'est assez ironique. Il y a trois certitudes dans ce monde, la mort, les impôts, et que si on ne fait rien, on n'aura jamais rien. Donc, vous voyez, ce qui sert à rien, c'est de ne rien faire. Donc, quand on agit, on prend le risque de réussir. Ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. c'est bien notre devise et la devise des patriotes. Ça, c'est certain. Voilà, en tous les cas, on va vous mettre sous la vidéo en description les infos pour ceux qui voudraient vous contacter. On mettra le site, votre site. Voilà, comme ça tout le monde pourra vous contacter si nécessaire. Et puis, il me reste à vous remercier. On vous retrouvera dans des événements si vous voulez prendre la parole chez nous. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Et puis à bientôt. Merci pour tout, cher David. À très vite. Merci de l'invitation. Au revoir. À bientôt. Come on.